fait de choisir Renouveau TV et FM pour comprendre l'actualité de la semaine. Et c'est ici que les affaires sont tranchées sans langue de bois et dans la plus grande transparence. En tout cas, merci de votre fidélité au tribunal de l'actualité. Ce soir, il sera question de ce qui est désormais convenu d'appeler la brouille diplomatique entre le Mali et la France, brouille provoquée par l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo. Encore une fois, merci et bienvenue au tribunal de l'actualité. Pour aborder ce sujet, nos invités sont professeur Ablaye Niang, ancien fonctionnaire international qui est pris dans les embouteillages, qui va certainement prendre le train en marche. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonsoir, M. Haïdara. Bonsoir, M. Sédébé. En face de lui, Amidou Doumbia, qui va jouer le rôle du consultant politique ce soir. Bonsoir, M. Amidou. Bonsoir. Et notre quatrième invité est également en retard. Il s'agit de Dr Mahamadou Kone, expert en relations internationales. Avant d'aborder le plat de résistance de cette émission, le tribunal a été informé de la validation, si vous voulez, de la convocation, de la proclamation par la Cour constitutionnelle des listes des candidats aux élections législatives du 29 mars 2020. Monsieur Doumbia, quel est votre commentaire par rapport à la proclamation de ces listes définitives? D'abord, je tiens à remercier tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je remercie Renouveau TV et FM, le groupe Renouveau pour ce plateau. Nous vous remercions également. Qui concourt vraiment à l'émergence de débats politiques dans notre pays. Effectivement, la Cour s'est prononcée sur les élections législatives du mois de mars. Je pense qu'on ne peut que constater, et c'est une décision de justice, on va respecter ce que la Cour dit en tant que républicain, mais ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'il y a eu des requêtes, mais la plupart des requêtes ont été très souvent rejetées, et qu'il y avait eu des erreurs initialement qui ont été corrigées, mais certaines erreurs aussi sont toujours là, qui doivent être corrigées. Oui, mais est-ce que ces erreurs, vous avez évoqué des erreurs déjà, on a quand même vu qu'au niveau des Mopti, par exemple, la Cour s'est rachetée. Est-ce qu'elle devrait commettre de telles erreurs, en tout cas à ce stade de ces élections? Je trouve... Est-ce que ça rassure déjà? Moi, je trouve que l'erreur est humaine, mais on ne sait pas aussi la source de l'erreur. Par exemple, les casiers judiciaires qui ont été... Prenons l'exemple sur l'alliance URD-RPM, Adema à Mopti. Il y aurait peut-être, on apprend quand même qu'il y a eu une confusion au niveau du nom d'une dame, par exemple, Belko Samasekou, que la Cour aurait pris ce nom-là comme le nom Oui, c'est ce que j'allais en venir à ça, c'est-à-dire cette erreur, la source peut être diverse. Il se peut que sur le casier judiciaire qui a été fourni, au lieu de féminin, il y avait masculin. Surtout que c'est quand même un député sortant. Voilà, ça n'a pas... Bon, la décision de justice, c'est le matériel, ce qui est devant soi, qu'on juge. On ne voit pas ce qui est à l'externe. Le tenté, l'avocat ou le juge regarde les documents. Par exemple, le casier judiciaire qui a été fourni, si sur le casier judiciaire, il n'a pas été mentionné masculin ou féminin, ça peut poser problème et le jugement va être difficile pour les juges. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont pu rattraper l'erreur et que la liste a été reconduite et qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir compétir. C'est le plus important. Ce qui allait inquiéter, c'est que même malgré les preuves qui avaient été données, que la Cour insiste sur son erreur, c'est ce qui allait être de nature à ne pas rassurer les uns et les autres. Okay. M. Haïdara, d'aucuns parlent de légèreté au niveau de la Cour constitutionnelle par rapport à l'invalidation et à la validation de cette alliance à Mopti. Non, je ne crois pas qu'il y a eu légèreté. C'est quand même notre Cour constitutionnelle. C'est des magistrats avec une très grande expérience. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu à valider des listes. Comme mon frère Doumbia vient de le dire, certainement, Belko, ça peut être une femme ou un homme.
Surtout que c'est une députée sortante. Bon, même si elle est une députée sortante, il peut y avoir combien de Belko à Mopti? Il y en a plusieurs, peut-être une centaine. Donc quand on dit que c'est une erreur, je pense que c'est largement suffisant. Ça ne mérite pas qu'on perde beaucoup de temps sur des erreurs commises, que l'erreur est humaine. Et nous, en ce qui nous concerne, nous disons qu'on se réjouit de l'application des recommandations de DNI et qui est celui de faire les élections législatives qui figure sur la liste de moyen terme, en fait de court terme. Nous, la diaspora, on se réjouit et on est pressé de voir la fin de ce processus. Mais ce dont nous constatons, il y a eu des listes à Kidal et la SEMA a dit qu'elle ne participera pas. Il y a eu aussi des listes de Meneka et de Taudeni. Okay. Où aussi on sait qu'ils disent que si ce n'est pas validé. Donc nous disons aujourd'hui, les Maliens doivent se dire, on peut faire des élections législatives, mais des élections législatives d'un pays en guerre. Ok. Monsieur Doumbia, on a quand même vu qu'une certaine opinion s'est offusquée de voir Bakary Togola étant dans les liens de prévention aller à cette compétition. Quel est votre commentaire par rapport à ceux qui pensent que Bakary Togola ne devrait pas compétir? Oui, bon, il y a ce qu'on appelle le juridique et l'éthique. Sur le plan juridique, ça ne pose aucun problème parce qu'il y a la présomption d'innocence. Jusqu'à présent, son casier judiciaire est vierge. Absolument. Il peut se présenter. La justice ne peut pas annuler. Mais sur le plan éthique, c'est l'interrogation des partis politiques qui ont accepté de le prendre parce qu'il n'a pas été totalement blanchi de l'affaire. Pour le moment, il y a des soupçons qui pèsent sur lui. Est-ce que sur le plan éthique, un parti politique peut manquer de cadre jusqu'à ce qu'il prenne quelqu'un qui est accusé de vol? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan éthique, cela devrait se faire? Et ce qui est assez paradoxal, il va avec un parti politique, en coalition avec un parti politique qui a toujours prôné la lutte contre la corruption, qui a toujours même critiqué le même Bakary Togola, qui est le parti URD, qui va en alliance avec le RPM. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le peuple malien ne comprend pas quel message ces partis politiques veulent nous vendre. Une année, 2 ans, vous vous opposez l'un à l'autre. Vous dites que vous êtes contre la corruption, mais quelqu'un qui est aujourd'hui accusé, il n'est pas complètement rendu coupable, mais quand même, sur le plan éthique, le fait que des soupçons pèsent sur lui, l'éthique aurait recommandé d'attendre la fin de la procédure pour le prendre et choisir un autre militant. Mais si vous acceptez de vous mettre ensemble, ça veut dire tout simplement que vous ne visez que votre intérêt personnel. Justement, c'est ce qui est le problème. Nous avons tout fait pour que ces partis, que ce soit le RPM, l'URD, se mettent ensemble pour faire le dialogue national inclusif pour le pays. Ils ont été incapables de se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, à cause des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, c'est des partis qui se mettent ensemble parce que c'est des intérêts personnels aujourd'hui qui sont remis en question. Sauf que c'est la base qui décide de qui sera candidat ou pas. La base, même si la base le décide, tout simplement, c'est que la base n'a pas été correcte. Et je vous l'ai dit, c'est une manière pour les partis politiques de se déresponsabiliser. Il y a les lignes rouges que les bureaux politiques nationaux peuvent tracer. Moi, je peux dire, je suis président d'un bureau national, je dis, OK, vous pouvez faire des alliances avec tout le monde, mais je ne veux pas qu'au sein de mon parti, qu'on fasse des alliances avec l'opposition. Ça, c'est la ligne directrice du parti et toute la base est tenue à respecter cela. C'est pourquoi nous mettons des leaders devant pour que ces leaders prennent certaines décisions et donnent certaines directives par rapport à la marche à suivre à l'intérieur du parti. Donc, dire aujourd'hui que c'est la base qui décide, c'est une manière de déresponsabiliser les états-majors politiques et pour cela, ça ne va pas marcher. On se remet en cause, on travaille durablement pour que nos partis soient plus portés par l'institution politique que par les hommes. Parce que si c'est porté par les hommes, c'est les hommes qui décident. Et justement, c'est parce que nous avons des hommes forts plus que les partis politiques forts qu'aujourd'hui, ils imposent un peu
leur vision et leur manière de faire au niveau local. Okay. C'est ce qui doit cesser. Okay. Nous l'avions annoncé, il vient de nous rejoindre dans ce studio. Il s'agit de Dr Mahamadou Konaté. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous parlons justement de cette proclamation des listes de candidats aux élections législatives. Il y a quand même l'invalidation et la validation de l'alliance RPM-URD à Mopti qui a été beaucoup commentée. Dans un premier temps, la Cour avait carrément invalidé la liste au motif que la loi 052 n'était pas respectée. Mais après, la Cour s'est rachetée. Ces genres d'erreurs sont permises à ce stade du processus? Tel que vous le présentez, je pense que c'est regrettable. Si l'on se dédie, la moindre des choses, c'est le motiver. C'est expliquer pourquoi. Ça donne des éléments probants, des éléments convaincants, des éléments décisifs qui, au moment de la première décision, ne nous étaient pas connus. Donc si cela n'a pas été fait, je ne peux que regretter cette décision. Et, vous savez, ces alliances contre nature, ou ces alliances de nature à jeter de l'ombre, à jeter le problème, je dirais, sur le système politique malien ne date pas d'aujourd'hui. Notre pays connaît ça depuis fort longtemps. Et je pense que les politiciens sont très conscients des lacunes de nos populations et malheureusement, ils ne reculent pas, même devant le cynisme, pour les exploiter à leur guise. C'est à nos leaders de la société civile, mais aussi à certains hommes politiques qui ne sont pas aussi cyniques que les autres. Peut-être un petit commentaire sur, en tout cas, cette candidature de Bakary Togola étant dans les lieux de la prévention qui fait débat. Non, écoutez, je pense que tout le monde sait que c'est pas débat sérieux. Totalement inutile. C'est pas inutile ce débat. Ça permet ça permet aux populations d'apprendre davantage sur les incohérences, les insuffisances de notre système démocratique. Donc pour cela, c'est pas un débat inutile. Okay. Donc ça peut amener les uns les autres à réfléchir, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, à comment faire pour améliorer davantage notre système démocratique. Mais que ils ne sont pas encore coupables, hein, ça aussi il faut le dire, mais des présumés coupables de faits incriminés par la loi. Mais Hamidou Doumbouya a parlé de l'éthique au niveau du parti qu'il a investi, par exemple. Sincèrement, cette éthique est remise en cause. Ça, je partage totalement cet avis-là. Absolument. M. Haïdara, sur cette candidature de Bakary Togola. Mais moi, je ne suis pas du tout surpris. Et je suis même surpris que vous êtes surpris de la validation des candidatures de Togola. Parce que nous avons dit plusieurs fois ici et sur le même plateau. Sauf que les gens ne sont pas surpris de la validation par la Cour constitutionnelle. Le fait que le parti soit investi par son parti, oui, c'est cet état de fait qui fait débat. En fait. Mais justement, il n'y a pas lieu de débat. On est un pays, un peuple anormalement normal. Donc du moment où on accepte qu'on est anormalement normal, une question qui est aussi anormale, qui devient normale et qui suscite un débat, nous trouvons ça complètement normal. Donc, Bakary Togola, c'est député, nous trouvons ça tout à fait normal dans un pays et un peuple anormalement normal. Okay. Donc c'est ça notre point de vue par rapport à cette question. C'est comme seulement une réversion de valeurs. Donc anormalement normal, c'est la seule qualification que nous avons trouvée. À partir du vendredi prochain, le peuple malien prendra son destin en main. Cette phrase a été prononcée par l'imam Mahmoud Diko lors du meeting qu'il a organisé ce samedi 29 mars au Palais de la Culture. Monsieur Hamidou Doumbouya, un ultimatum à prendre au sérieux au niveau du gouvernement? Oui, c'est toujours à prendre au sérieux quand même. Il fait partie du peuple. Quand le peuple a des revendications à faire, tout gouvernement sérieux doit le prendre vraiment à bras de corps et essayer de trouver des solutions. Surtout que l'homme qui parle aujourd'hui a une grande force de mobilisation, qu'on l'aime ou pas. Aujourd'hui, il est écouté par une grande partie des Maliens, d'où sa manière de mobiliser. Donc aujourd'hui, quand il parle,
ça nous fait revenir au 5 avril, la grande mobilisation qu'il a faite. Est-ce que le vendredi, c'est ce genre de mobilisation qu'il va faire? Mais quand il dit le peuple va s'assumer, comment est-ce qu'il va s'assumer? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc nous sommes face à quelqu'un qui maîtrise beaucoup la communication politique. Il garde toujours le flou et il ne dévoile pas tout ce qu'il va faire. La dernière fois, lors du 5 avril, il avait dit que ça ne se raconte pas, mais ça va se voir. Et cette fois-ci, il nous dit le peuple va s'assumer, il ne montre pas un peu, il ne divulgue pas sa manière de procéder. On verra ce qu'il compte faire. Mais ce que moi je dis tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement doit se remettre en question. Il y a des revendications partout, au niveau de l'école, au niveau de l'armée. Vraiment, aujourd'hui, il y a de quoi se révéler. Et c'est au gouvernement de prendre tout ça et d'essayer vraiment de sensibiliser les uns et les autres et de montrer qu'ils sont en train de faire des efforts pour que le problème soit résolu. Sinon, vraiment, l'imam a dit qu'il allait faire quelque chose. Le vendredi, on verra. Ok. Monsieur Konaté, l'ultimatum de l'imam est en lien avec la grève des enseignants. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cet ultimatum, c'est vraiment, on va voir le bout du tunnel par rapport à cette grève? Espérons qu'on le voit. Sinon, cet ultimatum, je pense qu'il laisse... Vous le prenez au sérieux? Ah, bien sûr. J'ai toujours pris Mamoudou Dicko au sérieux. Même si parfois, ces décisions m'ont laissé sur ma faim. Mais écoutez, cette décision, cet ultimatum, laisse entrevoir une possibilité d'insurrection populaire. Ce n'est pas à exclure. Ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Parce que sans cela, je ne pense pas que tout autre résultat sera à la hauteur de l'ultimatum qu'il a lancé. À moins que le gouvernement, bien sûr, ne s'assume avant le vendredi, donc ne fasse les consultations nécessaires pour prendre les décisions nécessaires afin d'évacuer certaines des revendications qui ont été quelque peu reprises aujourd'hui par l'imam. Voilà. Donc, oui. Ok. M. Haïdara, si le gouvernement agit, applique l'article 39 sous, en tout cas, la pression de l'imam, quand même, il va donner l'impression d'un gouvernement capitulé. Mais si peut-être il refuse d'appliquer l'article, il va peut-être essuyer un autre 5 avril. Non, la question n'est pas seulement l'application de l'article 39. Mais c'est ce que l'imam demande à travers ce ultimatum. Non, il n'y a pas que ça. C'est une succession des événements. Et sur le même plateau ici, vous avez eu à avoir des invités sur la question de démission de Boubé à l'époque. Et je le dis sur ce plateau, ce n'est pas un imam de demander à un Premier ministre de démissionner. Il y a une loi qui le prévoit. Ça doit être fait dans le cadre de cette loi qui existe. Ça doit venir de l'Assemblée nationale, ce qui est fini par être fait. Il avait organisé une autre rencontre pour justement revendiquer un certain nombre de choses. Ça a considéré à un massacre, ça a été reporté. Et vous savez, l'imam a eu raison très tôt. En 2017, pendant la conférence nationale, j'étais le premier à dire négociant avec Yad et Amadou Koufa. Pendant la commission, ça a été institué. L'imam était à la tête de la commission et il a eu des avancées très conséquentes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos amis français ont protesté, la commission a été dissoute. Nous, d'ailleurs, on fait partie de ceux qui croient, à tort ou à raison, ça a coûté le poste de Premier ministre de l'époque, M. Maïga. Donc, les choses ne font que s'empirer davantage. Les revendications de partout, de tous bords. Cela démontre simplement que le gouvernement n'a pas pu fonctionner. L'attente des populations n'a pas été à la hauteur de soi, je voulais dire. Donc, l'imam s'est donné une position au-delà d'être religieux, mais une autorité morale. Et cette autorité morale, il l'incarne aujourd'hui. Donc, s'il dit, écoutez, il y a les enseignants, je dis ici aux enseignants, je dis, je ne peux pas comprendre un gouvernement qui ne peut pas payer ses enseignants, un gouvernement qui ne peut pas payer ses médecins, un gouvernement qui ne peut pas augmenter les salaires de ses policiers, qui ne peut même pas acheter des matériels qui fonctionnent, et que nous avons plus de 35 ministères
et chaque ministre a 2 4x4 achetés à 80 millions. Alors, là où je rejoins l'imam, ce qui est de l'actualité, je le dis ici, il est impératif que ces enseignants qui sont les meilleurs des Maliens, l'enseignant est le meilleur qu'on peut avoir dans un pays. Je vais juste terminer. Pourquoi ? Rapidement. Les enseignants, ce sont les meilleurs. On parle français, monsieur est docteur, l'autre est expert, on a été enseigné. Chacun de nous a des enfants qui vont à l'école. Mais même la base de notre culture religieuse, qui est l'islam, le prophète a dit, les meilleurs parmi vous, c'est celui qui va apprendre le Coran et apprendre les autres. Parce que le Coran est le résumé de la connaissance. Donc celui qui a tout sacrifié dans sa vie pour donner la connaissance à quelqu'un d'autre pour servir la nation, leur problème doit être prioritaire. Prenez tous ces 4x4 et revendez-les et payez-nous les enseignants. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Si on prend les 4x4, on les revend. Ben, écoutez, on trouve de l'argent pour payer nos enseignants. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cette raison que l'imam a dit qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à ces enseignants, mais tout en leur demandant de retourner à l'école et que c'est la population malienne désormais qui sera garantie pour leur bien-être. Et je suis absolument d'accord avec l'imam. Monsieur Doumé, est-ce que par cet appel, l'imam ne se présente pas en arbitre qui vient, quelqu'un qui vient siffler la fin d'une récréation, d'une longue récréation? Bon, l'imam, aujourd'hui, il faut clarifier, l'imam est politique, parce qu'il a un mouvement politique qui parle de son idéologie politique. Donc, ce n'est pas seulement une autorité morale. Aujourd'hui, vous me laissez terminer. D'accord, mais l'imam n'est pas politique. La CEMAS a été créée oui, pour défendre l'idéologie, que ce soit politique, socio-économique et tout ça. Ça a été dit. Surtout que le coordinateur de la CEMAS l'a rappelé à qui veut l'attendre que c'est un regroupement politique. Il a été aussi rappelé à l'ordre. Ce n'est pas, un problème d'être politique. Oui, il y a la politique de l'islam. Oui, il y a la vous politique me laissez terminer. Je vous ai laissé parler, M. Aïdara. Que vous le voulez ou pas, oui, il est politique aujourd'hui. Il a un mouvement politique qui le soutient. L'imam même ne peut pas contester cela. C'est clair, ça a été dit par celui qui porte sa voix. Non. Il dit que CEMAS a été créé pour divulguer et mettre en valeur l'idéologie politique de l'imam Dicko. Donc il est politique. Surtout que leur objectif c'est de conquérir le pouvoir. Il a été recadré. Il a été recadré par l'imam. Rassurez-vous, monsieur. Aïdara, s'il vous plaît, vous allez un parti politique. Vous allez laisser Aïdara, s'il vous plaît. ce n'est pas de l'injure envers monsieur Pas Dicko du de tout. le traiter de politique. Non, pas du tout. La question politique, ce n'est pas une mauvaise question. Ce n'est pas interdit à un imam de faire de la politique. Il est politique aujourd'hui, il parle dans ce cadre-là, parce qu'il se prononce sur les questions politiques. Mais cela ne fait pas de lui un politique. Il est politique. Non. Bon, ça, ce débat, il est aujourd'hui politique. Oui. Il est dans un contexte politique qu'il est en train de défendre. Et son organisation, aujourd'hui, est en train de travailler sur des questions politiques. Donc, ce que je veux tout simplement dire, ce qu'il a fait aujourd'hui comme attitude, c'est d'appeler le gouvernement à l'action. C'est tout à fait normal. En tant que citoyen, en tant que politique, en tant qu'imam, aujourd'hui, il a le plein droit de rappeler les autorités de son pays à plus d'action. Mais c'est à l'État, aujourd'hui, de s'assumer et de voir éventuellement qu'est-ce qu'il peut faire pour que, pas satisfaire l'imam Dicko, mais satisfaire le peuple malien. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Monsieur Konaté, est-ce que le gouvernement sera réceptif à cet appel de l'imam? Pas un appel, mais à cet ultimatum. Écoute, je l'espère. Moi, j'ai toujours espéré, j'ai toujours souhaité que le gouvernement soit attentif et réceptif à toutes les revendications justes et légitimes des populations maliennes. Je trouve que les revendications reprises par l'imam ne sortent pas de ce cadre-là. Maintenant, sur ce débat, l'imam est-il politique ou pas? Si je puis donner mon opinion, le mouvement quand même qui le soutient politique, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce n'est pas interdit qu'on soit soutenu par un mouvement politique. Si le mouvement politique partage nos idéaux, il n'y a rien. Non, les idéaux, on peut qualifier de ça politique ou pas. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Maintenant, l'imam même, est-ce que c'est un homme politique dans le sens où il vise, où il aspire à participer à l'exercice du pouvoir? Non. Ça, je ne crois pas jusqu'à preuve du contraire. À chaque fois que je l'ai entendu parler, pour l'instant, ce n'est pas exclu non plus, pour l'instant, il ne vise pas, il n'aspire pas à participer à l'exercice du pouvoir. Donc,
s'il est politique, dans le sens où il participe au débat politique, eh bien, nous le sommes tous. Nous le sommes tous à ce titre-là. Donc, je pense que le plus important, à propos de l'imam Mahmoud Dicko, c'est de se demander si le discours qu'il tient est un discours utile, est un discours qui incarne, si vous voulez, les aspirations des populations maliennes. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et les moyens qu'il veut employer pour arriver à ses fins, en fait, pour soutenir l'application ou bien l'obtention des résultats liés à ces revendications, ça m'intéresse. Est-ce que c'est des moyens légitimes, des moyens légaux? Ça m'intéresse. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas entrepris une action encore qui peut nous pousser à penser qu'il va dans la voie de la violence ou autre. Okay. Donc espérons qu'il reste dans la même lancée et que le vendredi prochain, ce soit encore une autre démarche républicaine pour se faire entendre du gouvernement et pour se faire entendre du président de la République. Okay. Avec cet appel lancé par l'imam Dicko au syndicat d'enseignants et l'ultimatum lancé au gouvernement, est-ce qu'on peut dire que la question de la levée de cette longue grève des enseignants est une question d'air? Oui, certainement. Mais avant de répondre à cette question, je voulais dire à mon frère expert, et lui, il est politique, il fait de la politique, il est politicien. Alors, peut-être il l'assume. Il l'assume. Je l'aime bien. Okay. Peut-être pas politicien, il est politique. Il est politicien aussi. Okay. Voilà. Non, j'en viens. Maintenant, il faut que vous compreniez et que nos auditeurs également comprennent la définition de la politique. La politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Alors, le problème quand je dis qu'il est politique, j'en viens. Quel est le problème quand je dis qu'il est politique alors? Non, attends. La gestion de la cité. La bonne gestion de la cité. La bonne gestion de la cité. La cité est incontestablement mal gérée. Tout à fait. Donc, quand la cité est mal gérée, tous les habitants de la cité sont concernés. Alors, si on a un imam, autorité morale ou mon grand frère, M. Nyang, qui s'invite dans le débat politique ne faisant pas partie d'un parti politique ou n'a jamais pris de position politique, ne fait pas de l'imam Dicko un homme politique. C'est quelqu'un qui est concerné par cette mauvaise gestion de la cité dont nous appelons communément la politique. Mais quand on se porte caution morale d'un mouvement politique, oui, et pourquoi pas? La CEMAS, c'est une association qui est également souciée de la bonne gestion de la cité. Okay. Donc, si vous voulez vous rester en marge et vous vous contentez d'une mauvaise gestion en disant que si je dis quelque chose, on me taxera de politique. Moi, c'est la CEMAS. Voilà, d'accord. Vous, c'est la CEMAS. Alors, donc et là, quand Jim est allé un peu loin dans ses affirmations, il a été recadré par l'imam. Tout le monde. Oui, mais nous avons la vidéo. Il faut le dire. Voilà. Comment il l'a recadré? Comment il l'a recadré? Il a recadré. Comment? Il ne participe pas aux élections. Il ne participe pas aux élections. À aucun poste. D'accord, à aucun poste électif. Donc c'est assez clair que la position de l'imam, il a une position aujourd'hui, une autorité morale, et une autorité morale donc, qui est souciée de la bonne gestion de la cité et qui s'invite dans les débats politiques. Il bénéficie d'une grande audience et il donne des orientations. Okay. Pour répondre à la question des enseignants. Là, vous avez 10 secondes. 10 secondes. Alors, je pense que les enseignants vont certainement écouter et j'espère bien que le gouvernement l'article 39 d'ici le vendredi. L'article 39 ne sera pas appliqué d'ici le vendredi. Okay. Mais il y aura une garantie. Souhaitons. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas, simplement. Il ne peut pas. Ils vont prendre une garantie, la population entière, comme il a dit, je ne sais pas comment ça va se faire. Okay. On se portera garant pour que les meilleurs parmi les Maliens rentrent dans leurs droits et qu'il y ait un meilleur traitement au sein de cette nation, parce que l'avenir du Mali dépend justement de ces enseignants. Professeur Abdoulaye Niang vient de nous rejoindre ici dans ce studio. Nous l'avions annoncé. Professeur est un ancien fonctionnaire international. Professeur, nous
nous parlons justement de cet ultimatum lancé par l'imam Mahmoud Dicko au gouvernement. Comment vous avez accueilli cet ultimatum? Bonsoir à tous d'abord. Oui, merci. Et prochainement, il faut nous dire que l'état de Beyrouth. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on s'est trouvé à la Tour d'Afrique. Dès lors, on a passé plus de 45 minutes en train de rouler. Oui. Bon, mais je m'excuse auprès de vos auditeurs et de nos auditeurs. Oui. Bon, il n'est toujours pas intéressant de lancer un ultimatum. C'est vrai. Parce que si vous le lancez et que ça ne marche pas, vous perdez de votre crédibilité. Est-ce qu'il s'est assuré réellement qu'il a tous les moyens nécessaires en sa disposition? C'est mon jeune frère, hein, Imam Dicko. Je suis plus âgé que lui. Donc Mais il n'est quand même pas à son premier essai. Il a fait sauter un gouvernement. Bon, vous dites ça à quelqu'un qui était à Nioro. Il a été reçu 25 minutes. Et il est sorti. Nous avons été reçus par Le shérif. par le shérif. Et on s'est tous mis d'accord qu'on va faire sauter le gouvernement. Ce n'était pas lui seul. Mais Diogo Maya aussi a donné sa caution morale à la demande du vieux. Il voulait plus que ça. Mais est-ce que maintenant, on est en train d'aller vers plus que ça? Alors qu'en réalité, on a dit au vieux à l'époque de ne pas aller au-delà de ça. Et quand on a rencontré l'imam Dicko récemment dans sa structure, on a dit que Kartakolon Kapsa Dala, ni Dala Kolonie. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord qu'il faut donner un temps. Ça se comprend. Ça se comprend. Donc je ne veux pas aller plus que ça. Kartakolon Dala, au Kapsa Dala Kolonie. Donc s'il vient à des ultimatums maintenant, ça veut dire que peut-être qu'il est capable de changer aussi les choses. Parce que le jeune n'en vaut pas la chandelle. Parce qu'il s'agit de la question de l'éducation. Le gouvernement et les syndicats, ils sont tous dans Il y a une aussi la position. négociation avec la les forme guerres. sociale Surtout, monte. non, Ah, surtout ouais, la question de l'éducation. L'éducation, Oui, la négociation avec les djihadistes. enseignants. il y a Oui, ça. ça va. On les a rencontrés, les Il est chaud. enseignants, Ouais. et on a fait des promesses aussi pour se sortir de la crise, comme on avait fait pour les magistrats, comme on avait fait aussi pour les médecins. Donc Diogo Maya a rencontré les enseignants. Nous avons proposé des solutions possibles. Ces solutions-là, nous allons les présenter au ministre des Finances, Premier ministre, s'il est d'accord de nous recevoir. Mais sinon, même Naïm Ouamouirana, on va présenter nos solutions. Mais ce qui est sûr et certain, dès qu'on ne peut pas continuer dans la perspective actuelle, il faut que ça s'arrête. En tout cas, c'est l'imam qui, avec cet appel, a relancé le débat autour de la question. Et non, le débat est en cours. Ouais. C'est-à-dire, je pense qu'il faut donner crédit aux enseignants. D'aucuns déjà avaient fustigé l'inactivisme des parents d'élèves ou de la société civile comme vous, par exemple. On n'est pas inactif, on est actif. On est très actif même, On est la société actif. civile. Sauf que Très actif. Non. Très visible sauf même. que le gouvernement ni les syndicats n'ont l'air de vous écouter. Bon, Moi, je vais dire un mot là-dessus. moi, je vais terminer avec ça. Nous avons fait 7 minutes d'émission sur une radio et une télévision qui ne vous appartient pas. Je ne vais pas dire le nom ici, donc ce n'est pas la peine de le dire. Mais on a fait une couverture médiatique. On est parti avec une télévision pour aller couvrir notre rencontre avec les enseignants. Ils ont fait des interviews, on a fait des interviews, tout ça a passé. Donc, la pression peut être faite de plusieurs manières. La manière de l'imam Dicko, elle est salutaire. Mais j'ai dit, Ndro, il n'a Trop pas... risqué. Hein? C'est risqué s'il n'est pas entendu. Oui. Après, Juste un mot avant qu'on propos- voilà, juste un mot avant qu'on 30 passe. secondes. 30 secondes. Non, moi, je pense que l'imam, comme il l'a dit, hein, Amidou, c'est un bon stratège. Moi, je pense qu'à ce niveau de débat, il veut jouer un rôle de fédérateur des différentes forces sociales qui sont opposées à ce que cette situation perdure. Donc, c'est sûr que s'il réussit, puisqu'il bénéficie quand même d'un crédit moral assez important, s'il bénéficie de ces rassemblements, eh ben, ça peut faire très mal vendredi prochain au gouvernement qui est en place. Ils ne font rien. Et cela justifie l'échec des partis politiques. Juste Bien 30 sûr. secondes. Juste 30 secondes pour dire, quand l'imam Dicko a interpellé un peu le Kaoudim Oui. et qu'il a demandé à ceux qui renoncent aux élections législatives, il a clairement dit nous ne sommes pas prêts pour le moment, nous ne sommes pas structurés. Mais il n'a jamais dit qu'ils ne vont pas aller à la conquête du pouvoir. cela est Il a tout simplement dit qu'ils ne sont pas prêts. Ça veut dire que c'est un mouvement
qui va faire la conquête du pouvoir. Mais non, il n'y avait aucun besoin de le dire. Voilà, mais comme vous. Il n'y avait pas de contesté- besoin de le dire. On va avancer dans Il le reste débat. apolitique. On va Il est avancer politique. dans le débat, s'il vous plaît. Après ces propos dénonçant le comportement mondain de certains éléments de la Légion étrangère de l'armée française en poste au Mali, l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djumé Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a finalement été rappelé par Bamako et M. Konaté. Restons un peu dans le Sénat français pour arrêter notre curseur sur les propos de l'ambassadeur. Est-ce qu'un ambassadeur peut tenir de tels propos? Un diplomate? C'est une question difficile à répondre. Oui et non. Tout dépend du contexte. C'est des propos qu'il aurait pu tenir sans grand souci au niveau du cabinet du ministre des Affaires étrangères français, au niveau du cabinet de la Défense, au niveau même probablement du cabinet du président français. Dans certains circuits, il peut tenir effectivement ce langage-là, mais ça reste un couloir de transmission officielle, etc. Mais devant, il n'avait aucune obligation, à ma connaissance, sincèrement, de dire la vérité à la commission de défense de l'Assemblée nationale française. Il n'avait aucune obligation, à mon avis, de le faire. Et même dans ces lieux que je viens de citer, quand il y est, il n'a pas d'obligation de dire la vérité. Hein. Il a l'obligation de dire la vérité à son pays. Il a l'obligation de dire la vérité au ministère des Affaires étrangères du Mali, au président malien, aux autorités maliennes. Il n'a pas d'obligation de dire la vérité aux autorités françaises. Ça, je voudrais que ce soit clair, à ma connaissance. Maintenant, ce qu'il a fait, ça a fâché. Et c'est tout à fait légitime et légal que les autorités françaises puissent juger cela comme inapproprié de la part d'un diplomate étranger et puissent demander des comptes. Parce que l'incident diplomatique, le pays d'accueil, il est presque souverain dans la qualification des faits. Même si vous éternuez mal, il peut dire, bon, ça ne me plaît pas, etc. Voilà, j'aimerais que vous vous expliquiez ou que vous quittiez mon pays. Bon, bref. Et maintenant, mon avis, c'est que ça ne vaut pas tous ces bruits autour. Voilà, tous ces bruits. Il y a une maladresse, certes, mais l'intention, c'était, comme il a dit, et il a assumé, de dire la vérité, d'expliquer surtout le ressentiment des populations maliennes vis-à-vis de la présence militaire française. Il a tenu à signaler qu'il n'y a pas de sentiment anti-français au Mali, mais il y a un ressentiment vis-à-vis de la présence militaire. Okay. Et plus spécifiquement, de certaines pratiques ou de certains écarts de comportement d'une unité, d'une fraction de l'armée française, qui est constituée par des étrangers parfois naturalisés. C'est comme une sorte de mercenariat un peu légalisé, entre guillemets. Bon, d'accord, je vous laisse. Professeur, est-ce qu'on peut dire que le diplomate n'a pas été diplomate? Ah non, il a été diplomate. Mais quand il lui-même dit qu'il n'est pas dans la langue de bois, un diplomate par essence, quand même, c'est... Mais vous savez, moi, je suis de 49. Je le souligne parce qu'ils sont un peu avant moi. Et certains de mes grands frères qui sont un peu avant moi se sont mis un peu à prendre un peu leur verre pour ne pas être dans la gueule de bois. Donc ce qu'il a dit n'avait rien dire. Okay. C'est tout à fait normal. Cette génération-là, nous avons eu des meilleurs économistes ici au Mali avec Moussa Traoré. C'était des gens, tant qu'ils n'ont pas leur verre, ils ne disent pas la vérité. La vérité scientifique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, grand frère, pour éclairer la lanterne de notre... Laissez-moi... Non, je pense que j'ai la parole. Bien sûr, vous l'avez. Et laissez-moi parler. D'accord. C'est-à-dire, de mon point de vue... On vous laisse parler et de la vérité. Et la vérité. Et dire la vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, il a dit certaines vérités que dans les conditions normales, il ne le dira pas. Voilà. C'est ce que je veux dire simplement. Et ils ont même dit qu'il tremblait un peu quand il parlait et tout ça. Tout ça, cette tremblote-là, il faut les mettre dans un autre contexte. C'est ce que je voulais expliquer, malheureusement. Ça n'a pas été bien compris. Mais ce qu'il a dit, de mon point de vue, après avoir fait une analyse approfondie de la chose, depuis que vous nous avez dit de venir nous présenter devant le grand public, c'est que Djimé Diallo prévoit qu'il peut avoir des problèmes, des incidents
possible. Avec les légionnaires, il peut venir dans le débordement, dans un contexte où la population de plus en plus est allergique à la présence même de l'armée française normale, à plus forte raison quand ce sont des légionnaires. Donc, au lieu d'aller à cet incident, ils préfèrent dire sans réserve devant la commission, c'est une audition. Tu m'appelles pour m'auditionner, mais je te dis les 4 vérités. Si je n'étais pas... Sans être obligé. Vous êtes obligé. Non, sans y être obligé. Vous êtes obligé. Parce que quand on vous a convoqué pour venir, ou on vous a invité pour venir, c'est parce qu'on sait que vous êtes un homme de valeur morale, sociale et culturelle. Donc, vous ne pouvez pas venir faire le mensonge ou être un diplomate dans le sens que vous voulez dire. Non, il a dit ce qui se passe à l'heure actuelle n'est pas propice à la continuation de bonnes relations entre le Mali et la France. Donc, faites attention, ces gens-là qui viennent dans le débordement, n'amenez pas trop dans les 600 qui sont venus. Il ne faut pas qu'une grande portion soit faite de légionnaires. Amenez des soldats qui sont des soldats classiques. Mais je crois qu'il a le devoir de le dire. Maintenant, est-ce qu'il devait être rappelé sur ça? Oui, il doit être rappelé parce que c'est dans son... Il est rappelé pour consultation, il n'est pas encore définitivement rappelé. Non, j'ai dit ici qu'il doit être rappelé parce que maintenant, désormais, il est sur la liste. Et c'est déjà fait. Il est arrivé hier. Ça doit être fait. Pour consultation. Konaté. Non, je vais consulter parce qu'on regarde. Je vais que Konaté, moi, je passe l'information. Je vais dire simplement que s'il est venu pour consultation, il faut qu'on le retienne. Ah, voilà. Parce qu'il est sur la liste des gens à assassiner. Ça, c'est clair et net. C'est plus clair. Ok, M. Aïdara, par rapport à cette affaire, finalement, à cet incident, Djimé Diallo, il a utilisé quand même des mots forts, hein, certains brebis galeuses qui font du n'importe quoi. Oui, vous savez... C'est quand même pas des propos qui doivent venir d'un diplomate quand même. Oui, c'est un diplomate d'expérience parce qu'il a servi au Maroc, il a servi en Allemagne, donc il n'est pas à son premier ou deuxième poste. Donc il connaît les règles diplomatiques et les langages diplomatiques. Alors s'il a choisi de dire la vérité, il les a d'ailleurs dit que je vous dirai la vérité. Il s'assume, j'apprécie sa franchise, cependant, et il y a un certain nombre de choses qu'il a dit, et compte tenu du contexte, compte tenu de notre dépendance actuellement de la France sur le plan sécuritaire, ce n'était ni utile ni nécessaire. Et il a posé un certain nombre de questions qui concernent d'ailleurs les 2 pays, et la France et le Mali, dans la bonne coopération et la présence militaire au Mali. Nous, la diaspora, nous soutenons notre ambassadeur. Et nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui peuvent avoir le courage, au risque de perdre leur poste, pour dire, écoutez, on a assez dit de choses ici et là, mais la vérité est celle-là. Et je vous regarde dans les yeux, comme il a dit, je vous le dis en face. Et ça permet aujourd'hui de déplacer complètement le débat diplomatique qui est l'art de dire les choses sans dire la vérité. Mais est-ce que cette question de vérité aussi ne doit pas être prise à la pincette quand on sait que quand on a vu la réaction des autorités, ils trouvent les propos du diplomate faux et même inacceptables. Mais Barou, si vous qui le dites, on ne va pas, parce qu'on le dit diplomate. Quelle est la définition d'un langage diplomatique? Mon grand frère pourra me le dire de quoi il s'agit. Donc nous disons aujourd'hui, l'avantage, il a dit la vérité. Nous, en tout cas, la diaspora, nous soutenons notre ambassadeur et on a besoin de personnes aujourd'hui qui parleront ces langages de vérité parce que le Mali ne pourra s'en sortir que si on peut dire la vérité à nos partenaires. Et c'est de ça que nous avons besoin. Nous soutenons notre ambassadeur, qu'il parte ou qu'il reste, il a notre indéfectible soutien. Nous aimerons toujours avoir des ambassadeurs comme lui qui va dire aux partenaires la vérité et droit dans les yeux. Amirou, est-ce que le coup a été proportionnel à l'attaque, la réaction française? Est-ce que ce n'est pas trop disproportionné par rapport aux propos de l'ambassadeur? Ce que je vais tout simplement dire, il faudrait qu'on mette les choses dans leur contexte.
Le diplomate, l'ambassadeur, il porte la voix officielle du pays. Il n'est pas là pour dire sa vérité propre à lui. C'est ressentiment personnel. Il est là pour représenter officiellement le pays. Et pour ce faire, il écoute la ligne diplomatique officielle du pays. Est-ce que M. Djimbe Diallo, avant de parler, a demandé l'avis de son supérieur hiérarchique, qui est le ministre des Affaires étrangères, sur cette question précise? Il devait être auditionné sur une question précise. Est-ce que c'est la parole du ministre des Affaires étrangères qu'il a portée? Le ministre des Affaires étrangères a dit non. Est-ce que c'est la parole officielle du président de la République qu'il a portée en disant ces vérités? Le président de la République l'a complètement désavoué. Donc ça veut dire que le diplomate qu'il est en faute. Maintenant, le deuxième niveau d'analyse, c'est est-ce qu'il était en train de dire la vérité? Il y a une partie de vérité. Quand il dit, les uns et les autres ont ce sentiment contre l'armée française et contre la présence militaire française parce qu'il n'y a pas assez de résultats, c'est une vérité. C'est incontestable. Quand il dit que les militaires français ou les légions étrangères se donnent à des pratiques qui ne sont pas des pratiques à honorer l'armée française, est-ce qu'en tant que diplomate, il ne dispose pas d'autres instruments pour faire passer ce message? Par exemple, sur ce cas précis, s'il y a des reproches à faire, le Mali peut passer par l'état-major, dire « Ah, voilà, il y a tel problème, ça remonte jusqu'à l'ambassade et il dit à qui il veut l'entendre. Et là, justement, ce qui a beaucoup dérangé les Français, c'est que les conditions de diffusion de l'audition, c'était en direct. Et le monsieur qui a même intervenu après Djimbe a même reproché ça. Vous connaissez les conditions dans lesquelles cette audition est en train d'avoir lieu, vous vous permettez de dire ça. C'est comme s'ils ont aujourd'hui compris cela comme une sorte d'humiliation contre le peuple français parce qu'ils disposaient d'autres cadres diplomatiques pour le faire. Ça, c'est un niveau. J'ai laissé les uns et les autres parler. C'est une autre analyse que je fais. Moi, ce que je veux dire, humiliation, c'est ça. Parce que, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi je dis que les Français l'ont senti comme ça? Moi, je ne dis pas que c'est une humiliation. Non, plutôt, quand on les écoute, ils trouvent quand même que ces propos de l'ambassadeur contribuent à la stigmatisation. Les gars, il n'y a pas très longtemps, il y a une convocation à Pau, on accusait le président d'encourager les politiciens pour demander pas de la France. Voilà. Pourquoi je parle d'humiliation? Le fait qu'on rappelle le ministre des Affaires étrangères pour qu'il vienne et qui se justifie devant le peuple français, c'est pour venir tout simplement dire ce qu'il a dit. L'autre monsieur n'était pas la vérité. Un dernier tour de table, une minute chacun avant de clore l'émission. Allez-y. Commentaire là-dessus. Non, je pense que il n'a pas ému le peuple français. Je pense que le peuple français. Non, je ne pense même pas que ce soit le ressenti des populations françaises, ni d'ailleurs celui des autorités françaises. Les commentaires que j'ai vus jusque-là n'ont pas parlé d'humiliation. Ce sont des maladresses, oui, ça stigmatise, etc. C'est important pour eux de dire ça parce qu'ils veulent toujours garder cette image unitaire de l'armée nationale. Parce que ce que Djimbe a fait, exactement, ça divise. Voilà, ils ne veulent pas cautionner cela. Et le représentant, l'un des membres de la commission de défense, qui a d'ailleurs répliqué à notre ambassadeur, n'a pas démenti les faits rapportés par l'ambassadeur. Les comportements. Il a dit tout simplement que ces comportements sont en train d'être l'objet maintenant d'un traitement au niveau des états-majors, au niveau des cabinets, etc. Mais quand on écoute la réaction du Quai d'Orsay, qui trouve les propos de l'ambassadeur faux et inacceptables. Non mais écoutez, j'arrive. Monsieur, ça veut dire qu'ici, nous avons évidemment une contradiction à deux niveaux. Commission de défense, le monsieur qui a parlé, ce n'est pas n'importe qui, il est là depuis des années. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas au secret. Il n'est pas au secret de ce qui se passe. Il confirme le comportement. Absolument. Et on sait que les députés, les parlementaires ont un peu plus de liberté d'expression que les officiers de Quai d'Orsay. Donc, je comprends que les gens de Quai d'Orsay, dans leur rôle, vont démentir en bloc tout ce que l'ambassadeur a dit. Mais moi, je reste convaincu que l'ambassadeur aussi n'est pas n'importe qui et qu'il n'est pas un diplomate comme les autres. Non. Il a été secrétaire général de la présidence, il a des contacts... un homme convaincu. Absolument. Et puis, à ce haut niveau, il est forcément au courant de beaucoup de choses qui se passent. Personnellement, je vais vous apporter un petit témoignage. Vous savez que je suis aussi parmi les militaires, mais les officiers militaires,
le confirment. Moi, j'ai parlé lors de mon dernier cours avec des officiers militaires, certains me l'ont confirmé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... il n'est peut-être pas connu de nous, des populations lambda, mais nos militaires le savent. Et d'après ce que l'ambassadeur a dit, même certaines de nos autorités le savent. Maintenant, l'hypothèse, je termine avec ça. S'il vous plaît, on va laisser la chance aux autres. Juste une seconde. L'hypothèse, c'est est-ce que c'est une façon, ça a été une façon pour l'ambassadeur, parce qu'à l'entendre, il savait plus ou moins ce qui allait en sortir. Une façon pour le Mali de passer un message. Non, je souscris à ce que Konaté dit. En réalité, ce comportement a été reconnu par les autorités compétentes françaises. Mais je répète encore, si jamais ça continue et que le ressenti des Maliens vis-à-vis de ces Français aboutit à un combat de rue, parce que vous êtes en train de faire ça à nos filles, qui demain peut-être n'auront plus la possibilité d'avoir même des enfants et tout, ça peut être très grave. Donc au moins, Djimé Diallo peut sortir de la diplomatie la tête haute, par cette manière-là, et dire au moins j'ai tenté d'empêcher demain un conflit qui pouvait avoir lieu dans la rue entre les populations et ces soldats qui sont en train de faire ce qu'ils doivent pas faire à nos enfants. Alors moi j'approuve ce qu'a fait totalement le grand frère Djimé. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron s'est permis de convoquer nos présidents à Pau en les accusant de financer ou de soutenir des partis politiques, des députés, pour développer un sentiment anti-français en leur demandant de quitter le pays. Alors, ça, c'est la question fondamentale aujourd'hui. Donc, quand un ambassadeur vient devant une commission de défense, on parle encore de la présidence française, et il dit ce qu'il pense, dont tout le monde le sait, il a lancé un message, il a permis d'ouvrir le débat. En ce qui concerne mon petit frère Doumbia, pour dire que le Tchéblé Dramé, notre ministre des Affaires étrangères, l'a désavoué, mais c'est une mode de gouvernance normale dans ces pays. Il a dit quelque chose et il y a très longtemps, et il revient et il négocie avec les djihadistes et les terroristes, ils disent, et il dit qu'il n'est plus ni près ni de loin, et c'est le président qui le désavoue. Donc, désavouer un ministre en exercice, c'est un mode de gouvernance dans ce pays. C'est un pays anormalement normal, on l'accepte comme c'est sur cette formule que prend fin ce numéro du tribunal de l'actualité. Les invités étaient professeur Niang, ancien fonctionnaire international, Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Dr Mahamadou Konaté, expert en relations internationales, et Amidou Doumbia, consultant politique. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.